Vous m'avez demandé de passer sur un extrait du Livre des Merveilles ou du Devisement du Monde de Marco Polo. Il s'agit donc d'un récit de voyage de Marco Polo lui-même, donc c'est bien l'auteur qui a fait le voyage. Récit de voyage qui a été composé à quatre mains, puisque l'auteur a bien fait le voyage, mais il a composé son livre à son retour avec l'aide d'un écrivain public, Maître Rusticello, qu'il a découvert, qu'il a rencontré en prison à Gênes. Dans ce récit, il va raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a entendu, et comme il le précise dans son introduction, il a pour but de dire la vérité sur les merveilles qu'il a vues. Je propose donc la lecture de ce passage. Sachez que le grand Khan demeure dans la capitale du Khaté nommée Pékin 3 mois par an, décembre, janvier et février. C'est dans cette ville qu'il a son palais que je vais maintenant vous décrire. C'est le plus grand qu'on ait jamais vu. Il n'a pas d'étage, mais le pavement est bien 10 paumes plus élevé que le sol alentour et le toit est très haut. Les murs des salles et des chambres sont tous couverts d'or et d'argent, et on y a peint des dragons, des bêtes, des oiseaux, des chevaliers et toutes sortes d'animaux. Le plafond est ainsi fait que l'on n'y aperçoit rien d'autre que de l'or et des peintures. La salle est si vaste que 6000 hommes pourraient bien y prendre leur repas. Les chambres sont si nombreuses que c'est un spectacle extraordinaire. Ce palais est si grand et superbe que personne ne pourrait en concevoir un qui soit mieux fait. La problématique qui va nous intéresser, que vous nous avez soumise, est en quoi la description encyclopédique devient-elle merveilleuse ? Cette problématique est intéressante puisque dans le cadre du parcours associé « Notre monde vient d'en trouver un autre », il faut bien voir qu'il y a une double tension dans ce texte. D'une part, description encyclopédique, il s'agit d'apporter un savoir, et d'autre part, description merveilleuse, puisque ce savoir est rédigé de manière à le rendre incroyable. C'est donc ces deux tensions qu'il s'agira d'étudier à l'intérieur de notre commentaire linéaire qui sera divisé en 3 parties. Une première partie qui est une partie plutôt introductive à la description, ce sera les lignes 1 à 3. Ensuite, les lignes 4 à 16, deuxième partie qui sera la description à proprement parler du palais. Et enfin, de la ligne 17 à la fin, ligne 31, la description de la colline artificielle sur laquelle a été fondé le palais. Je commence ainsi le commentaire du texte. On commence par une petite introduction. On voit que c'est une adresse directe au lecteur, puisqu'il y a l'usage de la deuxième personne. Sachez que cette deuxième personne est un impératif, donc le « je », en l'occurrence Marco Polo, le « je » se pose dans une posture didactique. Il s'agit bien d'enseigner quelque chose que le « tu », le lecteur ou l'auditeur ne connaît pas. On retrouve un certain nombre de mots techniques, en tout cas des mots du cru, le Grand Khan, le Khaté, Pékin. Ce sont des mots qui sont d'origine de la Chine et qui font couleur locale dans la description encyclopédique. Par rapport à ce qui va être présenté, il y a une petite introduction. On nous montre que le Grand Khan est le roi, puisqu'il réside dans la capitale. On nous désigne le nom de la capitale, le nom de la région, et on va nous préciser aussi que ce Grand Khan, ce roi, réside dans ce palais 3 mois par an, dans ces décembre, janvier, février. Donc on a bien tout un tas d'informations précises, factuelles, sur le lieu, qui va ensuite être développé. C'est l'objet de la deuxième partie, la description du palais. Immédiatement, on a le ton qui est donné, c'est le plus grand palais qu'on ait jamais vu. Le ton est donné parce que d'une part, il va y avoir une description, c'est bien le palais qui est annoncé, que l'on va décrire, mais c'est un palais merveilleux, comme va le souligner le comparatif, qui même ici a un superlatif relatif. C'est le plus grand qu'on ait jamais vu. Superlatif, relatif ou comparatif, qui seront deux formes des adjectifs les plus utilisés sur l'intégralité du texte. Il n'y a pas d'étage, mais le pavement est bien 10 paumes plus élevé que, comparatif,
que le sol alentour, et le toit est très haut, superlatif absolu. Il est intéressant de voir Marco Polo commence par dire qu'il n'y a pas d'étage. Pourquoi cette précision ? Parce que tout simplement il fait sa description pour des Européens. En Europe, l'étage est un signe de richesse. Ce n'est pas forcément le cas en Asie, en Chine. Ici, il va utiliser du coup un point de référent, la vision européenne de la richesse, pour le contrer, mais pour aussi montrer la richesse par des comparatifs et des superlatifs. Va s'en suivre toute une énumération de richesses qui va passer notamment par des décorations. Les murs des salles et des chambres sont tous couverts d'or et d'argent. Non seulement ils sont couverts de matières précieuses, l'or et l'argent, mais ils le sont tous. On y a peint des dragons, des bêtes, des oiseaux, des chevaliers, toutes sortes d'animaux. Il est intéressant là encore de voir que Marco Polo s'adresse à des Européens. Donc lorsque les oiseaux ou les bêtes ne sont pas connus des Européens, on va utiliser le terme générique, oiseaux, bêtes, toutes sortes d'animaux, et on va utiliser des référents concrets pour les Européens, des chevaliers, alors qu'il n'y a pas de chevaliers en Asie. Donc on s'adresse à des Européens, il faut donc adapter la description encyclopédique. La description se poursuit avec l'adjonction d'un nouvel élément de richesse, la peinture. La peinture est un élément de richesse puisqu'elle est basée avec des pigments naturels, la plupart du temps, qui sont assez rares, voire qui viennent de matières précieuses, comme le bleu qui viendrait du lapis lazuli que l'on aurait broyé. Donc la peinture, élément de richesse. La description se poursuit avec des accumulations et des exagérations. Si vastes que 6000 hommes pourraient bien y prendre leur repas. Si nombreuses que, on retrouve là encore les comparatifs, si que, et l'idée va apparaître d'un spectacle extraordinaire. On peut s'arrêter sur l'expression. Le spectacle vient de spectaculum, donc c'est ce que l'on voit, donc c'est bien une vision qui est donnée, qui est extraordinaire, hors de l'ordinaire. Dans l'expression elle-même, on va avoir le glissement vers le merveilleux. Ce qui est extraordinaire, ce qui est surnaturel, au-dessus du naturel, mais c'est bien merveilleux puisque c'est intégré au réel et non pas disjoint, comme ce serait le cas dans le fantastique par exemple. Cela continue, si grand, si superbe, personne ne pourrait en concevoir un qui soit mieux fait, on retrouve toujours les mêmes procédés. Les couleurs en énumération vont aller toujours dans le sens de la peinture, vermeil, verte, bleu, jaune, de toutes les couleurs, comme si l'énumération ne pouvait pas finir. La référence, là encore, aux matières précieuses comme le cristal, et la description du palais s'achève sur le même procédé que l'ouverture du texte. Sachez que, adresse directe au lecteur, pour lui faire toucher du doigt la véracité de ce qui est décrit. Sachez que cette toiture est si solide et si résistante qu'elle dure beaucoup d'années. Dans certaines traductions, on peut trouver aussi qu'elle dure pour l'éternité, avec du coup l'exagération, l'hyperbole qui est beaucoup plus marquée. Ce qui me permet de passer à la troisième partie du texte, qui est la description non plus du palais, mais de la colline sur laquelle se situe ce palais. J'ajoute que, présence de la première personne, valeur testimoniale, c'est bien un témoin qui a vu et qui rapporte. Ce qui va ajouter du coup une valeur de vérité à la description encyclopédique. J'ajoute que vers le nord, à une distance d'une portée d'arbalète, il a fait faire une colline qui a bien 100 pas de hauteur, 1000 de tour. Il a fait faire, donc la périphrase factitive, il a fait faire, ce n'est donc pas lui qui a réalisé, mais il a la puissance nécessaire pour créer de toutes pièces une colline. La référence précise à la distance, 100 pas de hauteur, 1000 de tour, est là aussi pour renforcer cette description encyclopédique. Il s'agit bien de quelque chose qui existe, qui peut être mesuré. Par la suite, nous avons la référence aux arbres qui ne perdent pas leurs feuilles et sont toujours verts. Il y a deux possibilités d'interprétation. Soit ce sont des arbres qui n'existent pas en Europe et qui du coup sont merveilleux, puisque effectivement des arbres qui ne perdraient pas leurs feuilles
c'est quelque chose d'extraordinaire, ou alors ça pourrait tout simplement être des conifères, des sapins, des pins ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, c'est bien des arbres qui existent en Europe, mais la manière dont il en parle, la périphrase qu'il utilise, des arbres qui ne perdent jamais leurs feuilles, en fait de cet élément banal un élément extraordinaire. Donc c'est bien une description qui devient merveilleuse à mesure qu'elle se fait. Je peux vous dire que, toujours la valeur testimoniale du jeu, dès que le grand Khan apprend qu'il y a un bel arbre, il le fait transporter avec toutes ses racines à terre, etc. Or, comme la périphrase factitive au début du paragraphe, cela va montrer la puissance du roi, qu'il peut faire ce qu'il veut, y compris des choses extraordinaires, comme déplacer des arbres. Cela se fait aussi grâce à des éléphants. En l'occurrence, il s'agit d'un animal qui est connu en Europe, mais qui est méconnu, qui est mal connu, parce que en réalité, on le confond très souvent avec d'autres animaux mythologiques. On arrive du coup à une tournure de présentatif, c'est ainsi que, et c'est pourquoi, qui vont montrer qu'il s'agit quand même d'une dynamique argumentative à l'intérieur de cette description. Les plus beaux arbres du monde, donc là on retrouve le procédé qu'on avait précédemment, superlatif relatif, les plus beaux arbres du monde. Il a fait recouvrir, on retrouve donc la périphrase factitive, là encore, de couleur verte, de sorte que tout est vert. On retrouve ici l'adverbe totalisant, les arbres comme le sol. On a vraiment l'impression d'une image extraordinaire, merveilleuse donc. Au beau milieu du sommet, il y a un grand et beau palais, lui-même tout vert. Il s'agit donc toujours du palais de Pékin, celui qui nous a été décrit au tout début, auquel on apporte une précision supplémentaire. Et la fin de ce paragraphe va ainsi rassembler l'intégralité de la description. Tout est résumé ici. Et on retrouve cette notion de spectacle, hein, ce qui doit être vu, qui revient au merveilleux, ce qui mérite d'être vu. Cela mérite d'être vu puisque lorsqu'on le voit, on en éprouve plaisir et joie. Plaisir et joie, du coup, qui sont précisément le but poursuivi par le grand Khan. En cela, il est un roi bon. Plaisir et joie va être redoublé, du coup, par réconfort et plaisir, qui va clore le texte sur ce beau spectacle. Donc, dans ces dernières lignes, l'intégralité du texte va être résumée. En quoi la description encyclopédique devient-elle merveilleuse ? Nous avons vu que l'intégralité du texte est bâtie autour de deux tensions majeures. Une tension encyclopédique tout d'abord, il s'agit effectivement de transmettre des informations que les Européens de l'époque ne connaissent pas, des informations sur ce nouveau territoire, ce nouveau monde qui est découvert ici. Deuxième tension, il s'agit, puisque c'est un nouveau monde, de montrer ce qui mérite d'y être vu, de montrer les merveilles que ce monde contient. Ce qui est intéressant dans ce texte précisément, c'est que non seulement il y a la description de choses merveilleuses, de choses qui n'ont jamais été vues par les Européens, mais il y a aussi la description merveilleuse de choses que les Européens connaissent. Puisque dans la manière d'écrire même, on va retrouver un certain nombre de procédés qui vont embellir le réel dans la description. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez posé la question de l'usage des modes personnels, hormis l'indicatif, aux lignes 9 à 12. Je vous les relis. La salle est si vaste que 6000 hommes pourraient bien y prendre leur repas. Les chambres sont si nombreuses que c'est un spectacle extraordinaire. Ce palais est si grand et superbe que personne ne pourrait en concevoir un qui soit mieux fait. Nous avons 3 verbes qui méritent d'être étudiés ici dans la perspective de votre question. Pourrait bien y prendre leur repas, pourrait en concevoir un, et soit. Pour ce qui est des 2 occurrences du verbe pouvoir, il s'agit du mode conditionnel. Alors l'utilisation de ce mode normalement doit relever de la conséquence d'une condition. En réalité, le si ici n'est pas une conjonction de subordination. Nous devons donc postuler que ici il permet d'exprimer une éventualité. Deuxième cas, l'occurrence du verbe être, ici au subjonctif, qui soit mieux fait.
le subjonctif exprime l'irréalité, les choses qui n'existent pas. C'est bien le cas ici, c'est une utilisation régulière. En contexte négatif, ce qui est exprimé n'existe pas. L'utilisation du subjonctif est donc tout à fait normale.